qu'on soit là. On a un petit peu discuté dans les loges avant, on va pas vous mentir. Absolument, on a bien papoté. On a bien papoté, je suis très contente d'être là avec toi. Alors, déjà, merci d'être là, effectivement. C'est la moindre des choses. Bah oui, voilà, on est content de recevoir quelqu'un comme toi à la Paris Games Week. Ton film Retour à Silent Hill arrive dans les salles le 4 février, on a encore un peu de temps. C'est pour ça qu'on va bien discuter du film, effectivement, de tout ce qui a nourri l'univers de Silent Hill, dont tu connais bien, hein, effectivement. Donc, depuis plus de 20 ans, on est là. Cette fois, tu t'inspires du mythe de Silent Hill 2. Moi, j'ai une question, déjà une première question à te poser, parce qu'on sait que le 2, il est très émotionnel, c'est la culpabilité, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner à Silent Hill? Justement, le fait que c'était Silent Hill 2, quand on connaît la saga, évidemment, et j'imagine que beaucoup de gens dans cette salle connaissent la saga. En fait, Silent Hill 2, c'est le plus émotionnel de tous les Silent Hill. Et quand j'avais fait le premier film, j'avais à un moment donné réfléchi à l'hypothèse de pouvoir adapter directement Silent Hill 2. Et puis quand même, il y avait le challenge d'imposer l'univers à l'écran. Je me disais, en plus, faire ce film qui est très émotionnel, peut-être que c'était un trop gros morceau à bouffer d'un coup pour le premier film. Et donc on a toujours gardé en tête l'idée qu'un jour ou l'autre, on allait l'adapter. Voilà. On a mis 20 ans finalement à le faire. C'est intéressant parce que Silent Hill 2, alors moi en tant que joueuse, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont d'accord avec moi, c'est le plus apprécié de la série, et c'est vrai qu'il a une profondeur émotionnelle assez exceptionnelle. Il y a toute cette esthétique, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est la musique. La musique dans Silent Hill, ça... Akira Yamaoka. Monsieur Akira Yamaoka, avec qui tu as travaillé évidemment en étroite collaboration. Tu m'as même confié que du coup vous étiez devenus amis. Oui, on est devenus copains, absolument. Quand j'ai fait la première adaptation, il était très content du résultat. Et entre-temps, je l'ai revu. Et puis, évidemment, c'est la personne à qui j'ai montré le film en premier. Pour moi, c'était le plus important, c'était que ce type qui était à la fois le producteur, le compositeur et le co-créateur du jeu me donne sa bénédiction, parce que j'ai toujours gardé en tête le fait que je travaillais à partir de la création de la Silent Team. Ça venait pas de moi au départ, ça venait de ces gens que personnellement je trouve absolument géniaux. Et c'était important que ça soit lui qui le voit en premier, donc voilà. Et sa réaction a été plus que bonne pour celui-là. Et donc oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça c'est cool, et justement, avant d'aller plus loin sur ce thème, on va regarder une petite vidéo qui va faire le zoom sur cette collaboration et la manière dont vous avez travaillé avec Monsieur Yamaoka. C'est parti. C'est absolument génial. Tu dois être tellement content de travailler avec des gens comme ça. C'est extraordinaire de travailler avec Akira, parce que au-delà du fait que c'est une rockstar en fait. C'est quand vous vous promenez au Japon avec lui, je veux dire, les gens sont en transe, quoi. C'est-à-dire qu'il est incroyablement connu. Et d'ailleurs, pas seulement qu'au Japon, il a fait des concerts en Russie notamment qui ont été des tubes. Mais sa gentillesse et sa profondeur, c'est quelqu'un d'extraordinairement éduqué. On a plus ou moins le même âge tous les deux, et constamment, par exemple, des fois je lui dis, mais cette séquence dans Silent Hill, tu l'as fait parce que ça parle de ce film fait en 1983 en Italie. Il me dit oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on partage le même fond de culture en fait de ce cinéma d'horreur. Il a beaucoup d'influences, notamment italiennes. Et donc c'est sensationnel de se dire, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, mais on a les mêmes références, les mêmes points de référence. Et ça c'est vraiment exaltant, quoi. C'est très exaltant. Travailler avec des gens qui ont un petit peu les mêmes références. On parlait de Morricone tout à l'heure quand on était en loge. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé pour adapter ton propre langage cinématographique tout en collant à l'identité de la série de jeux vidéo Silent Hill? C'est-à-dire que je pense que c'est une impression que tous les joueurs de Silent Hill ont. Quand on joue à Silent Hill, c'est pas comme jouer à un jeu. Non, c'est comme être allé dans Silent Hill. C'est-à-dire que on s'est immergé à l'intérieur d'un univers qui a fini par devenir, je dirais pas concret, mais qui nous habite en fait. On connaît chaque coin de rue, je veux dire, on le sait, je veux dire, on sait où se situe la petite niche dans laquelle on va trouver une clé, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis allé à Silent Hill. Donc quand je travaille sur le film, je restitue
ces souvenirs, les souvenirs que j'ai d'une expérience qui était peut-être virtuelle, mais qui pour moi a une vraie réalité. Et c'est ce que j'essaye de faire quand je travaille sur la restitution de ce monde extrêmement complexe qui est Silent Hill, c'est de me dire, j'y suis allé, je suis donc à même de pouvoir le mettre à l'écran. Comme si on me disait, tiens, tu pourrais pas faire une scène qui se passe dans une ville italienne où tu es allé, etc. Pour moi, Silent Hill, c'est un endroit où je suis allé, où j'ai passé beaucoup de temps. C'est un endroit qui m'a fait peur, c'est un endroit aussi qui m'a bouleversé. Donc c'est à partir de ces émotions et à partir de cette connaissance topographique que je travaille. En fait. C'est comme parler d'une ville dans laquelle tu es allé pendant tes vacances. Ah bah oui, je connais bien, je vais vous raconter comment ça se passe là-bas. Bon, des vacances à Silent Hill, ça doit pas être terrible quand même. Des vacances à Silent Hill, ça doit pas être terrible. Peut-être pas. En même temps, je veux dire que là aussi, les gens qui jouent aux jeux vidéo, souvent, les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo ont tendance à penser que c'est juste des gens qui s'amusent. Mais en fait, on ne s'amuse pas, c'est-à-dire qu'on voyage dans des univers alternatifs et dont on va ramener une expérience et des sensations et des émotions extrêmement profondes. Je veux dire, aller à Silent Hill ou aller à Rapture de BioShock, voilà, pour moi, c'est des endroits qui m'habitent. Constamment, j'y pense. Constamment, je pense à ces endroits-là et j'ai envie d'y retourner. Le simple fait d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Mais voilà, c'est une vie qu'on a à côté de la vie réelle, mais elle n'est pas moins importante. Je suis bien d'accord avec toi. Mais vous avez vu, il y a des vraies références de jeux vidéo. On parle de Rapture et tout. Je sais qu'il y a des fans là aussi dans la salle. Mais alors justement, Silent Hill 2, c'est beaucoup l'émotion, c'est vraiment un épisode particulier, c'est une histoire très dure, une histoire d'amour. Comment est-ce qu'on fait pour traduire ça à l'écran, pour écrire un film sur cette histoire tout en arrivant à faire peur? Parce que ça reste un film. C'est-à-dire qu'à la base, l'atmosphère qu'il y a dans Silent Hill 2, c'est une atmosphère extrêmement mélancolique, triste. Et pour moi, arriver à la restituer sur le temps d'un film, parce qu'évidemment, la grande différence entre l'expérience du jeu vidéo et l'expérience d'un film, c'est la durée, évidemment. On a beaucoup plus de capacité de s'immerger quand on joue que quand on arrive dans une salle, on s'assoit et puis on regarde le film et puis il y a des gens qui bouffent du popcorn à côté. Enfin, c'est vraiment pas pareil, c'est pas une expérience similaire. Mais en fait, pour moi, il fallait que je trouve un moyen de restituer tout de suite l'atmosphère mélancolique qui fait en fait l'identité de Silent Hill 2 par rapport au premier par exemple. Et pour moi ça devait passer forcément par l'histoire d'amour, par la façon dont ce type, John Sunderland, est à la recherche de Mary, l'amour de sa vie et qu'il semble avoir perdu dans cette ville qui ressemble à rien d'autre. Et je crois que c'est ça qui était pour moi important, c'est-à-dire à la fois de travailler le film sur ses éléments visuels, horrifiques, ultra stylisés, et en même temps de restituer ce qui est finalement le cœur de l'expérience de Silent Hill 2, qui est l'histoire d'amour. Je pense qu'il y a des gens qui ont joué à Silent Hill 2 et sans s'en rendre compte, ils ont été inhibés par cette atmosphère qui est très très particulière. Et je me souviendrai toujours du choc que j'ai eu quand à la fin du jeu, je me suis rendu compte que quand on a vaincu toutes ces épreuves, à la fin on est mort. On est au fond d'un lac dans une voiture avec le cadavre de Mary. Et je crois que ça a été un des grands moments de ma vie de joueur où je me suis dit voilà un jeu qui est littéralement me met dans une position à la fois morale, existentielle, qui n'est pas du tout comparable aux autres jeux auxquels j'avais joué. Ça a été un moment où vraiment, grâce à Silent Hill 2, je me suis dit le jeu vidéo est un moyen d'expression moderne extrêmement puissant et extrêmement profond. Complètement, parce qu'en plus, contrairement au cinéma, tu as la manette en main, donc tu n'es pas que spectateur, tu es acteur. Donc en fait, toi, tu es acteur aussi, quand tu joues. Absolument, oui, tout à fait. Le personnage auquel on joue devient une extension, presque un substitut de soi-même. Mais ça va, là aussi, je trouvais que le jeu était extraordinaire parce que la plupart des gens qu'on croise dans le jeu sont en fait des doubles du personnage central ou de Marie. C'est-à-dire c'est tous des reflets en fait. Et ça c'est quelque chose qui est finalement, quand on se rend compte que c'est une façon de parler de l'expérience des jeux vidéo, que tout passe à travers le double ou le substitut ou l'extension en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment profond et de vraiment très très particulier dans Silent Hill 2. Ça reste un des jeux les plus adultes jamais fait. Je suis
assez d'accord avec toi, il y a cette dualité et justement ce côté très psychologique qu'on a dans Silent Hill et qui fait que cette série d'horreur, elle est différente de toutes les autres séries d'horreur. C'est au cœur de ton travail et justement on a une petite vidéo qu'on va découvrir ensemble où justement on va parler de la conception, de la manière dont le film a été construit. C'est parti. C'est super intéressant parce que c'est ça qui fait la force de... Vous pouvez applaudir, hein? Non mais vous pouvez, il y a Justin qui applaudit. Allez-y. C'est hyper intéressant parce que c'est ça qui fait la force de Silent Hill, c'est cette psychologie, ce côté, cette dualité entre le rêve et le cauchemar, cette beauté aussi, puisqu'il y a de la beauté dans la mélancolie, dans la culpabilité, la torture de l'être humain. Et justement, parlons un peu de ceux qui incarnent cette horreur dans les films, et puis aux jeux vidéo aussi, dans les jeux vidéo, les créatures. Et justement, on a une créature très importante dans Silent Hill, c'est Pyramid Head. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour arriver encore à faire peur avec Pyramid Head, alors que littéralement, tout le monde le connaît, tous ceux qui connaissent Silent Hill connaissent Pyramid Head. Comment on arrive à traiter ce personnage-là? C'est intéressant parce que sur le premier film, j'avais, avec la permission de Akira, j'avais introduit Pyramid dans le premier film. Et quelque part, c'était une transgression, parce que les gens qui connaissent la signification de Pyramid Head dans le second, et ils avaient raison d'ailleurs, pensaient que peut-être c'était un peu trop une vedette invitée. C'est-à-dire c'était le personnage de Pyramid Head perdait une partie en fait de sa singularité en l'introduisant dans un épisode où il ne devrait pas être. Bon. Il se trouve que on voulait ce monstre dans le premier Silent Hill parce que pour nous il représentait la quintessence des créatures de Silent Hill. Mais c'est vrai quand j'ai décidé d'adapter le deuxième jeu, je me suis dit cette fois-ci on va vraiment donner à Pyramid sa signification réelle. C'est-à-dire que, et c'est la grande différence qui est à mon avis, la première des nombreuses différences qu'il y a entre le premier film que j'ai fait il y a 20 ans et celui-là, c'est que dans celui-là les créatures signifient quelque chose. Dans le premier film, c'est des prédateurs. C'est-à-dire que vous rentriez dans la dimension parallèle de Silent Hill et vous risquiez de rencontrer ces créatures extrêmement dangereuses. Dans celui-là, et là aussi les gens le savent, peut-être parce qu'en fait tout le récit est vu à travers le point de vue du personnage central, James, en fait chaque monstre représente un état d'âme, une émotion, un souvenir, et donc c'est des monstres qui sont nourris par une forme de symbolisme qui les rend incroyablement étonnants et modernes en fait. Et c'est la grande différence entre les deux films, c'est que dans le premier, les monstres sont là pour représenter le danger, dans le deuxième, ils sont là en fait pour nous dire quelque chose, c'est-à-dire que leur présence est une pièce d'un puzzle qui nous permet de reconstituer ce qui est le drame, la tragédie en fait dans la vie du personnage central. C'est vrai que ça change tout ce traitement quand tu écris ces personnages-là, tu les écris pas comme des monstres, tu les écris comme des personnages très humains finalement. Oui, c'est-à-dire que, mais même par exemple, les personnages des lying figures, les straitjackets, on les appelle aussi, ceux qui sont enfermés dans leur peau, ils sont dans le premier Silent Hill. Ils n'ont pas une signification particulière, si ce n'est d'être extrêmement étonnants, mais dans le deuxième, ils représentent, on le sait, puisque le concepteur des monstres de Silent Hill s'est largement épanché là-dessus, ils représentent en fait la souffrance de Mary dans les draps, à l'hôpital, pendant qu'elle agonisait. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé de nom, ils sont devenus les figures couchées, la in figure. Et donc ça montre bien que les créateurs de Silent Hill ont évolué aussi dans leur façon d'imaginer ces monstres et de leur donner un sens en fait. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ce nouveau film, c'est-à-dire qu'on s'est réemparé de certaines des créatures, évidemment les infirmières, évidemment les lying figures ou Pyramid Head, et on leur a redonné du sens. Et je pense que les gens qui les connaissent, même ceux qui les connaissent, qui se souviennent bien de ces créatures dans le premier film, seront étonnés par ce qu'ils sont devenus dans celui-là. Petite question personnelle, quelle est la créature que tu as pris le plus plaisir à explorer? Pour moi, c'est Abstract Daddy, le papa abstrait. Oh là, quel enfer! Quel enfer! La créature la plus effroyable de Silent Hill 2. Dans Silent Hill 2, c'est une chose enfermée dans un matelas qui rampe par terre. On s'en souvient. Dans une pièce qui ressemble à une cavité charnelle, on va dire les choses comme ça, en restant pudique.
Et en fait, c'est la créature qui, moi, à mon avis, est la plus singulière et la plus étonnante et sans doute la plus perverse en fait de toutes les créatures de Silent Hill 2. Et c'est celle qui était à la fois le plus grand défi et celle que j'ai le plus aimé mettre à l'écran. Ouais. On a hâte de découvrir ça. Alors justement, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Silent Hill s'est un petit peu transformé quelque part en une mythologie, tu sais, un petit peu comme les œuvres de Lovecraft, un petit peu comme Dracula, voilà. Bien sûr. Ouais, donc on est vraiment rentré dans quelque chose de particulier, on a tout cet univers. Je pense qu'on parle souvent de Silent Hill comme on parle de plein d'autres choses en disant c'est une franchise. Moi je pense qu'il y a des franchises qui sont simplement l'exploitation d'éléments, de gimmicks, de stéréotypes qui sont cool à retrouver, et puis il y a des franchises qui deviennent des univers en soi, qui deviennent des piliers de la pop culture d'aujourd'hui. Je pense que Silent Hill, c'est un pilier de la pop culture d'aujourd'hui. Je crois que tous les gens qui aiment Silent Hill l'aiment d'une façon particulière. On n'aime pas Silent Hill comme on aime d'autres grands jeux du survival horror. Je pense évidemment à Resident Evil, que j'adore personnellement, mais c'est pas pareil. On n'a pas le même degré d'intimité qu'on a avec Silent Hill. Silent Hill, c'est spécial. Et oui, c'est très psychologique. Quand on rencontre quelqu'un qui aime Silent Hill, c'est quelqu'un de spécial. C'est pas quelqu'un qui est juste un gamer qui adore les films de zombies, les trucs comme ça. Non, c'est spécial. C'est vrai que c'est particulier, c'est beaucoup plus psychologique. Pas seulement, je pense que dans Resident Evil, les fonctionnements de Resident Evil, c'est l'action. Oui. Et c'est remporter, en fait, on se bat pour arriver au bout. Dans Silent Hill, on est piégé par nos propres émotions. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe à analyser quand on y joue que par exemple d'autres jeux qui sont beaucoup plus directs dans leur efficacité. Ouais, et ça te met face à tes propres émotions et c'est intéressant. Oui, c'est un jeu qui se nourrit en fait de nos émotions. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que les fans de Silent Hill sont certainement les plus, entre guillemets, les plus dangereux. On est dangereux, sachez-le. On est gentil aussi. Moi, par exemple, quand j'ai fait le premier film, j'ai reçu un nombre incroyable de menaces de mort, par exemple. Ah, mais ça, c'est... C'est-à-dire que les gens me disaient, si tu rates ce film, on va te retrouver, on va te faire la peau. Et est-ce que tu avais peur? Ça te faisait rire ou... Non, mais alors, moi c'est terrible. Je sais pas, pas nécessairement, je ne suis pas nécessairement devenu paranoïaque, mais mon scénariste, qui était Roger Avary, co-scénariste de Pulp Fiction, lui, il avait presque peur. Ça, il me disait, mais tu te rends compte, on va peut-être, si on rate notre coup, je vais avoir des problèmes, ma fille va avoir des problèmes. Je dis non, mais t'inquiète pas. Mais c'est vrai que les fans de Silent Hill prennent les choses beaucoup plus à cœur. Donc c'est une plus grande responsabilité, je dirais, quand on décide de mettre les mains dans le cambouis et d'y aller, quoi, et de se dire je vais faire une adaptation qui va plaire aux fans. Oui, il y a une tension supplémentaire. Et tu vas bien le dos là. Tu as intérêt à bien réfléchir à ce que tu fais pour pas les décevoir, quoi. Mais bien sûr, c'est une grande responsabilité. J'ai toujours pensé que je faisais pas Silent Hill comme n'importe quel autre film, quoi. C'est bien, oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, on le sait. Et on a hâte de découvrir justement cette suite, j'espère qu'elle sera bien, hein, parce que, attention, hein, on est des gros fans. Hein. Alors, justement, la génération qui a découvert Silent Hill 2 à l'époque, ce sont des gens qui ont grandi, qui sont des adultes, comme toi, comme moi. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Est-ce que tu penses qu'ils vont retrouver justement voilà, tout ce qu'on a dans le jeu, ces émotions, cette palette d'émotions, ce côté très introspection? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est très compliqué. Ce que je veux leur dire, c'est ce que j'ai mis dans le film, en fait. C'est très difficile de l'exprimer autrement. Voilà, je suis un fan de cette série. J'ai pas fait ça par opportunisme. J'ai fait ça parce que j'ai été profondément admiratif du travail de Akira et des autres de la Silent Team. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui a été conçu dans une petite pièce qui devait faire 10 mètres carrés par 4 types, voilà, auxquels Konami d'ailleurs ne réfléchissait pas. Ils les ont mis dans une pièce, ils leur ont dit ok, faites ce jeu d'horreur, on verra bien ce que ça donne. Et puis ils sont sortis avec un chef-d'œuvre, quoi. Et voilà, donc non, tout ce que je peux espérer, c'est que les gens aiment ce film-là, comme d'ailleurs beaucoup ont aimé le premier, quoi.
Et Oui. voilà, c'est tout ce que je peux espérer, mais je dis bien, c'est une grande responsabilité et j'essaye d'être le plus humble possible par rapport à ça. Bah, en tout cas, oui, moi j'ai adoré le premier, c'est pour ça qu'on a, encore une fois, vraiment hâte de voir la suite. Et puis, c'est ce que je disais, le 2, c'est vraiment l'épisode le plus apprécié des fans de Silent Hill. Justement, j'avais une petite question. Je suppose que tu as vu passer le dernier Silent Hill F, qui est sorti tout récemment et qui, justement, a un peu divisé parce que, alors moi je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce Silent Hill pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure dans les loges, mais surtout parce que Silent Hill F te sort de ce carcan qu'est Silent Hill. Et il y a beaucoup de joueurs pour qui Silent Hill, qui se passe pas à Silent Hill, c'est pas normal, c'est pas un Silent Hill. Alors qu'en réalité, Silent Hill, de mon point de vue, c'est plus un état d'esprit qu'un lieu. C'est quoi ton avis sur la question? Oui, je suis assez d'accord avec ça et évidemment, je n'y ai pas encore joué. J'ai regardé tout ce que je pouvais regarder sur le net pour voir ce que ça donnait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté folk horror, purement japonais. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'autant plus que pendant le Covid, j'ai écrit donc Retour à Silent Hill, mais j'ai aussi écrit l'adaptation de Project Zero, Fatal Frame, Oh là là. et donc qui relève justement du folk horror japonais. C'est-à-dire de tout cet univers de fantômes, de yokai, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc j'ai hâte d'y jouer. Et personnellement, ce que j'ai vu pour l'instant du jeu, je trouve ça extrêmement poétique et donc quelque part très proche de ce que en tout cas moi j'attends quand je mets un Silent Hill que je m'apprête à jouer un Silent Hill. C'est ça qui m'intéresse. Cette espèce de poésie funèbre, de poésie bizarre, tordue, et en même temps incroyablement belle. Parce que il y a la beauté de l'effroyable dans Silent Hill constamment. Mais oui, constamment. Et c'est vrai que dans ce Silent Hill F, tu as ces fleurs qui poussent partout, et puis tu as l'effroi avec toujours ces créatures complètement désarticulées, ces monstres, cette torture du personnage. Comment est-ce qu'on fait justement quand on réalise un Silent Hill justement pour mélanger ce beau avec l'horreur, pour rester quand même dans la beauté, pour transmettre de la beauté, parce que la plupart des gens ils vont me dire mais non, en quoi c'est beau, il y a du sang, c'est gore, c'est pas beau, il y a des monstres. Déjà les monstres par exemple, c'est intéressant parce que vous avez vu dans la petite featurette qui est passée là sur l'univers, il y avait une interview notamment du chorégraphe. C'est-à-dire que pour moi, déjà les monstres doivent être joués par des danseurs ou des contorsionnistes, en tout cas être joués par des êtres humains. Je pense que la meilleure façon de restituer une forme de beauté étrange dans Silent Hill, c'est d'essayer au maximum de faire ça en vrai devant la caméra. Je pense que si on s'amuse à reconstituer ça d'une manière trop artificielle, on va en perdre le sens. Donc j'essayais toujours d'établir un équilibre entre ce que j'allais faire en post-production et ce que je faisais sur le plateau. Et sur le plateau, par exemple, toutes les créatures étaient, à part les cafards, toutes les créatures étaient jouées par des danseurs ou des artistes martiaux. Voilà. Donc ça pour moi, c'était une façon de restituer cette beauté étrange et horrifique de Silent Hill. Alors justement, j'ai une question en deux. Voilà. Poser une double question. Si Konami demain te disait hey Chris, maintenant on a envie que tu adaptes Silent Hill F, est-ce que ça te plairait? Est-ce que ça te séduirait? Et seconde question dans la question, si c'était pas Silent Hill F et que tu devais créer un autre Silent Hill, sur quel thème tu partirais? Il y a des épisodes que j'aime particulièrement. Il y a Shattered Memories qui est fantastique. Oui. J'aime beaucoup The Room, évidemment. Et Silent Hill F, évidemment, j'y ai pas joué encore, mais ce que j'ai vu est assez extraordinaire. En tout cas, quand on regarde l'univers qu'ils ont créé, c'est extrêmement excitant de se dire qu'on peut faire ça en vrai, quoi. Donc, non, à mon avis, le monde de Silent Hill n'a pas tout dit, quoi. Je l'espère, en tout cas. Moi, j'aimerais bien voir un Silent Hill F par Christophe Gans. Et pas vous? Vous aimeriez? Ah, ils veulent, on est déjà prêts là. Voilà, après Retour à Silent Hill, encore retour avec Konami. Alors justement, puisqu'on parle d'horreur, on parle beaucoup de jeux, Silent Hill, et justement, moi j'ai une question un petit peu qui sort un peu du cadre. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur favori? Oui. Il y en a beaucoup, mais je pense,
Ça dépend des périodes en fait. Je peux citer plein de films qui me plaisent énormément, mais il y a Suspiria de Dario Argento qui a eu un énorme impact sur Akira Yamaoka par exemple, et qui est un film qui joue sur un univers extrêmement étrange de danseurs. D'ailleurs, ça se passe dans une académie de danse avec une musique rock très forte qui a beaucoup plu à Akira en tant que musicien aussi. Il y a ce film-là, il y a Shining évidemment de Stanley Kubrick qui est aussi une des grosses sources d'influence de l'équipe de Silent Hill. Il y a Le Locataire de Polanski et les films de Polanski, de Roman Polanski en général, parce que ça travaille sur la paranoïa, sur la frustration sexuelle, etc. C'est des thèmes qu'on trouve en fait dans... Et il se trouve que c'est effectivement les meilleurs films d'horreur qui ont jamais été réalisés. Complètement. Et tu trouves pas, toi, aujourd'hui, que d'une manière générale, les meilleurs films d'horreur, c'était justement les Shining, l'Exorciste, Non, je dirais pas ça parce qu'il y a récemment on a vu un nouveau cinéma d'horreur qui est arrivé. Je pense à des films qui m'ont vraiment plu comme Hereditary, Midsommar, It Follows, là récemment Subversion, qui est un film incroyable, Bring Her Back. Par les frères Philippot, les mecs qui avaient fait La Main. Je veux dire, il y a tout un nouveau genre de film d'horreur moderne, très étonnant, très dérangeant, qui fait que le cinéma d'horreur, à mon avis, a encore de très beaux jours devant lui. En plus, soyons francs, la situation du monde aujourd'hui est tellement problématique que le cinéma d'horreur s'en trouve renforcé. Le cinéma d'horreur, c'est une façon d'évacuer nos peurs, et nos peurs aujourd'hui, elles sont extrêmement présentes. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, justement, pour refaire le parallèle avec le jeu vidéo, on a de plus en plus, effectivement, d'adaptations de jeux vidéo. C'est hyper intéressant, ça se rapproche de plus en plus. Hein. Ce sont deux médias qui se tutoient aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va encore prendre de l'ampleur? Forcément. C'est-à-dire que parce que c'est une question générationnelle. Je veux dire, les références aujourd'hui qu'ont le public qui va dans les salles, c'est notamment les jeux vidéo. Il y a 30 ans, c'était encore la littérature. Aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Et donc, ils ont envie de retrouver ce qui a été leur premier frisson. Il est clair que j'imagine ce qu'a pu être l'expérience de jouer à Silent Hill ou à Resident Evil par une personne, je sais pas, de 12-13 ans, quoi. Ça a dû être un truc absolument incroyable. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a une génération qui vient et qui a besoin qu'on respecte en fait ce qui a été leur entrée à l'intérieur de ce genre qui est l'horreur, et à travers des adaptations soignées et approfondies de certains jeux vidéo. Ouais. C'est pas toujours le cas malheureusement, ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont surtout intéressés par le titre. Ils se disent, bon, le titre est connu, donc on va faire un film, et puis on verra bien comment les fans réagissent. Mais dans le cas de Silent Hill, il est clair que notre première question, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire un film qui satisfasse les gens qui ont aimé une telle création. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de peur, il y a tout un tas de peurs différentes finalement, parce que c'est vrai que parfois les gens disent la peur, mais il y a plein de peurs différentes. Il y a autant de peurs qu'il y a de gens qui ont envie d'avoir peur. Non, mais oui, et on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Il y en a qui ont peur des zombies, il y en a qui ont peur des fantômes. Pour toi, quelle est la peur la plus efficace à l'écran? Ah, c'est compliqué, ça peut être... C'est difficile à dire. Je sais les films qui m'ont vraiment fait peur. Maintenant, je comprends par exemple, quand le premier film est sorti, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah ouais, mais il n'y a pas assez de sursaut dans le film, de jumpscare, comme on dit. » Mais pour moi, c'est plutôt Resident Evil qui fonctionne sur le jumpscare. On se souvient tous des Doberman qui passent à travers les fenêtres dans le couloir, dans le premier Resident Evil. Ça, c'est un incroyable jumpscare. Pour moi, Silent Hill, c'était beaucoup plus insidieux. On était progressivement pénétré par cette atmosphère morbide, bizarre, et c'est ça qui finissait par créer une peur qui, pour moi, se rapproche du cauchemar. C'est-à-dire une peur qui fait que on se dit, mais on n'est plus dans la réalité, et sans s'en apercevoir, on a glissé dans quelque chose qui est une autre réalité, et qui est peut-être une réalité qui relève du cauchemar plus que de la perception qu'on a
voilà, de quelque chose d'effrayant qui jaillit sur nous, etc. Oui, il y a différents types de peurs. La peur de Silent Hill est beaucoup plus psychologique en fait que la plupart des autres peurs. Mais je dis bien, pour moi, chaque personne qui a aimé Silent Hill a le droit de revendiquer que sa vision est la bonne. C'est-à-dire que chaque personne a joué d'une manière personnelle, intime à Silent Hill. Silent Hill invite à une incroyable subjectivité. Il y a des films d'horreur qu'on regarde et on regarde tous la même chose. Mais Silent Hill, il y a autant de Silent Hill qu'il y a de joueurs en fait. Ah oui, non mais c'est vrai. Ben oui, parce qu'il y a autant. Silent Hill étant un état d'esprit, c'est ça. Finalement, c'est logique. Voilà, c'est une invitation à s'explorer soi-même. C'est pas comme les films où il y a un jumpscare qui fera que toute la salle va sauter, ou du moins une bonne partie. Non, c'est différent. Silent Hill, et je dis bien, il y a une intimité entre le joueur et la création de la Silent Hill qui est très particulière. Et dont il faut tenir compte. Hein. Quand je fais un film, je donne ma propre version en fait de ce que j'ai ressenti et la façon dont j'ai compris en fait certains incidents ou événements ou détails qui sont très mystérieux en fait du jeu. C'est ma version à moi, mais c'est une proposition. Quand vous regardez les forums sur Silent Hill, les gens se battent pour ça, entre eux, en se disant non, moi j'ai compris ça. Les théories, c'est fameux. Mais c'est ça qui fait que Silent Hill est très excitant, c'est que je dis bien, tout le monde a raison en fait, et tout le monde a tort quelque part. Et c'est ça qui est comme sur plein de choses dans la vie, clairement. Mais même Akira Yamaoka, quand je lui en parle, des fois il me dit oui, c'est vrai que communément les gens ont compris ça, mais en fait nous on pensait à autre chose. Mais c'est pas grave. L'important c'est que les gens aient fait de ce jeu quelque chose qui leur appartient, qui leur est propre. Alors, dernière petite question. Si tu devais te donner un conseil, te dire quelque chose au Christophe Gans du premier Silent Hill, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais au Christophe Gans qui réalise le premier Silent Hill? Et tu reviens 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Je sais pas. L'enfer. D'abord, c'était il y a 20 ans, donc j'étais quelqu'un de différent. Non, je pense que voilà, je lui dirais, si le film n'a pas commencé, accroche-toi, ça va pas être du gâteau de faire ça, mais voilà. Voilà, en tout cas je lui dirais, crois à ce que tu as ressenti et non pas à ce que tu penses. Une question de ressenti plus que de raisonnement intellectuel en fait, retranscrire Silent Hill correctement. C'est une très bonne chose, en tout cas merci Christophe pour ce voyage au cœur des ombres de Silent Hill, dans ce brouillard. C'est vrai que nous, on était ravis de te recevoir ici, j'étais ravie de te rencontrer, en plus je suis une grande fan. Ça vous a plu? Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, et qu'est-ce qui se passe? Moi j'aime pas ce genre de choses. J'aime pas ça. Tu sais que j'aime pas les choses d'horreur et tout qui font peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse! Non mais attends, t'aurais pas pu venir sans elle? Non hein? Non, tu peux ça, tu peux pas faire! Mais t'as pris le métro avec ces filles là? Ah non mais moi je peux pas hein! J'ai que mon micro pour me défendre, j'ai même pas un tuyau! J'ai rien! Oh là là! Salut, ça va? Attention monsieur le cadreur, hein. Attention. Oh mon Dieu! On se retrouve au cinéma le 4 février les gars! Poulet du ring qui brave le destin. Pas fort, pas agile, un héros incertain. Dans l'arène, un bouffon mais cœur vaillant n'y pousse pas pour ses rêves sous les projecteurs flamboyants.